Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance sur RLP 102.3, un nouveau direct depuis les studios de Coulommiers-Chamiers et de Périgueux dans le Périgord. Famille, Justice, Enfance, l'émission d'études sociologiques, psychologiques de la famille contemporaine occidentale. Aujourd'hui, un spécial comment accepter l'inacceptable, un spécial de psychologie. Comment fait-on lorsqu'on est confronté à ce qu'il est difficile d'accepter dans l'environnement, notamment des divorces, des séparations d'enfants, des placements d'enfants. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère cela ? Et pour ce faire, nous recevons aujourd'hui spécialement pour nous Nassera Bouziane en direct sur RLP. Nassera, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, Nassera Bouziane est psychothérapeute, elle est psychanalyste, elle fait partie aussi de Michael Justice où elle propose aussi de l'écoute et de l'accompagnement. Donc, elle connaît bien ces problèmes de séparation, de conflictualisation parfois des rapports et des problèmes de parents désenfantés ou d'enfants qui sont parfois déparentés. Mais Nassera, dis-nous, comment devient-on Nassera Bouziane? Qui es-tu? Quelle formation as-tu? Quel est ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai démarré par une formation de psychothérapeute sur Paris, une formation de 4 ans, avec bien sûr obligation de faire une thérapie personnelle, individuelle. Ensuite, par curiosité intellectuelle, tout simplement, ça a commencé à m'intéresser. Donc, je suis allée vers la psychanalyse, freudienne pour une part, et ensuite lacanienne. Et ensuite lacanienne, d'accord. Voilà, toujours avec la didactique, ce qu'on appelle une didactique, c'est-à-dire sa propre analyse des élèves, en fait. Voilà, des élèves, des apprentis psychanalystes. Ensuite, j'ai expérimenté aussi, avant de m'installer, j'ai expérimenté d'autres thérapies de groupe, thérapies personnelles, toujours pour approfondir mon travail personnel. D'accord. Et c'était en quelle année? Tu t'es lancé, grosso modo, en quelle année? Il y a 17 ans. Donc, on fait le calcul, il y a à peu près ça fera 17 ans en novembre. D'accord, donc tu as vu passer un certain nombre de personnes dans ton cabinet et c'est un domaine que tu commences à bien connaître. Ah oui, alors beaucoup. Je prends les enfants, les adolescents, familles, couples. Beaucoup d'adolescents parce que j'ai vraiment fini avec les adolescents, avec qui je me sens vraiment en connexion. Je les comprends. D'accord. Peut-être dû à ma propre adolescence certainement. Mais aussi les adultes. Voilà. D'accord. Tu as toujours été à ton compte? Toujours été à mon compte, toujours, oui. Ok. Non, mais c'est aussi une école. Et qu'est-ce qui a fait que tu es allé commencer à mettre tes services et tes propositions dans cet environnement parce que c'est auprès des parents notamment qui n'arrivent pas à voir leurs enfants ou qui sont confrontés l'environnement dont on parle régulièrement ici, c'est-à-dire que les services sociaux arrivent, la justice se met en place, ce sont des processus lents, très lents, c'est plus toi qui t'occupes de ton enfant, parfois il est endommagé. Comment tu t'es retrouvé dans cet environnement à proposer ton écoute et tes conseils? Alors tout simplement parce que j'ai reçu à mon cabinet, un ami m'a envoyé une personne, une maman, dont l'enfant a subi l'inacceptable de la part du géniteur. Et c'est à ce moment-là, donc moi j'ai accompagné la maman et j'ai envoyé l'enfant vers une association qui s'occupe de maltraitance d'enfants, l'enfant bleu, je crois, il y a quelques années. Et là j'ai découvert cette horreur-là de l'ASE, des placements abusifs. Je me suis dit, j'ai besoin d'apporter ma contribution, mon aide, parce que c'est vraiment
Dès qu'on touche un enfant, c'est une horreur, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand Fabienne m'a contactée, j'ai dit oui tout de suite, pour l'écoute des mamans ou des papas, bien sûr. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. On va y aller directement, hein. C'est une émission que je voudrais être une émission d'aide pour les personnes qui sont confrontées à ça. On va poser le cadre, donc hypothèse, petit jeu de rôle. Vous êtes parents, votre enfant, vous l'aimez beaucoup, vous aimeriez pouvoir l'éduquer, c'était un peu un de vos moteurs de vie, parce que nos enfants nous portent autant que nous portons nos enfants, et soudainement, brutalement, ce n'est plus possible. Et ce n'est plus possible parfois durant des années sans que l'on ne puisse rien faire, voire parfois l'enfant est endommagé, il se retrouve violenté, il se retrouve violé et autres. Comment fait-on pour survivre? Quels sont les mécanismes que l'on peut avoir, nous, parents, pour rester debout, pour continuer d'exister, pour continuer de vivre, en fait? Sur quoi? Comment on fait intérieurement? Alors forcément, il va y avoir un effondrement psychique, hein, face à une situation inacceptable, intolérable, très très douloureuse, d'être séparé de son enfant, de ne plus être le parent de son enfant et de ne pas savoir si l'enfant est bien traité, maltraité ou qu'il peut subir des horreurs. Donc c'est cet effondrement psychique qui est normal. Et voilà. Et ensuite vient le moment d'être entouré. Surtout pas rester seul, parce que c'est pas possible de vivre. On a besoin d'aide à ce moment-là, d'écoute. On a besoin également de se sentir compris, entendu, entouré, aidé. Donc, surtout ne pas rester seul. Et les associations, je pense que c'est la meilleure solution. Ensuite, il y a aussi à un moment donné, c'est accepter la situation. Alors, accepter la situation, ce n'est pas se résigner. Attention. Face à une situation où on n'en a pas prise, on ne peut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, hein. Il y a des avocats, bien sûr, qui vont faire leur travail, conseiller, etc. Mais émotionnellement, pour ne pas s'effondrer, il faut accepter la situation. Aujourd'hui, c'est comme ça. Sinon, on va sombrer dans une dépression, une mélancolie, voire des idées suicidaires. Qu'est-ce que tu appelles effondrement psychique? Alors, l'effondrement psychique, c'est je m'écroule, quoi. Il n'y a plus d'énergie, plus de solution. Comment dire, à l'horreur absolue, le cerveau disjoncte. Voilà, en fait, t'as plus d'énergie, t'as plus d'appétence pour la vie, l'énergie de vie disparaît. C'est ça, en fait. C'est de la dépression, en fait, non? C'est pire qu'une dépression, un effondrement. C'est encore plus bas. On descend beaucoup plus bas. Donc, pour éviter de descendre beaucoup plus bas, il faut arriver à accepter ça. Avec une aide, une écoute, on arrive à accepter la situation. Alors, j'insiste bien, accepter ne pas se résigner. Attention, bien sûr. Voilà. Pour pouvoir survivre et ensuite se dire, un jour, les enfants vont sortir, ce que j'espère pour tous les parents, la situation. Et d'être là, présent, avec toute l'énergie qu'il faut pour accompagner son enfant. Oui, ça c'est ce que nous on dit très souvent lorsque, là on parle des placements, mais c'est aussi valable dans les divorces. On a beaucoup de parents parfois qui ne voient pas leurs enfants durant des années, alors qu'ils ont des droits. Et puis parfois, c'est aussi pour les faire souffrir. Il y a un petit peu de vengeance derrière, ou c'est comme ça, c'est pour les punir de je sais pas trop quoi. Ce sont des effets induits par la dispute. On leur dit, mais un jour, il faudra être présent pour votre enfant, et si vous vous êtes écroulé, si vous tenez pas debout, vous pourrez pas le faire. Tout à fait. Alors là, vous parlez de cas de parents aliénants, qui utilisent l'enfant pour se venger de l'autre. Je me place toujours dans le cas du parent qui ne peut pas accéder à son enfant alors qu'il le voudrait, et c'est quelque chose de difficile à accepter, surtout lorsqu'on a des jugements pour le faire, qu'on devrait y accepter, ou alors qu'on on a une vérification lors d'une enquête qui peut prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, une vérification, ou alors que les sociaux viennent et puis on comprend pas pourquoi. Dans ces cas-là, la posture du parent en fait est quasiment la même. On est confronté à une impossibilité de
de suivre nos instincts intérieurs. On sait qu'on fait du mal à notre enfant en interrompant le lien, on le sait. Ça a été prouvé d'ailleurs qu'interrompre un attachement, c'est néfaste pour un enfant. Mais en tant que parent, il faut bien trouver des ressorts pour continuer de vivre, en fait. Voilà. Alors voilà, les ressources, ça va être des personnes ressources, des associations. Ça va permettre aux parents de survivre, en fait. On va être dans une survie, pas dans une vie. Et moi, quand je fais de l'écoute, je dis aux mamans et aux papas, bien sûr, parce que dans les deux cas, ça existe, de surtout s'occuper de soi, de sa santé physique, morale, continuer à faire des marches. Ça a l'air complètement anodin, mais il faut surtout pas qu'ils s'épuisent et qu'ils deviennent malades. Parce que quand on a une situation pareille, eh bien, à un moment donné, on n'a plus de ressources, plus d'énergie. Et c'est là où la maladie peut intervenir à ce moment-là. Donc, pour éviter ça, voilà. Mais seul, on peut pas assumer ce combat tout seul. Vraiment d'être entouré par des personnes de la famille, des personnes extérieures, une personne à n'importe quel moment. Et il n'y a rien de mieux que les associations qui sont formées pour ça. Donc déjà, ne surtout pas s'isoler et essayer d'avoir un environnement social, des gens avec qui partager, parler, voilà. Mettre des mots sur la souffrance. Exactement. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. En sachant que l'enfant, heureusement, on peut tout réparer chez un enfant. Ce que je dis aux parents souvent, que l'enfant va aller en thérapie. Dès qu'il sera chez un bon thérapeute, une bonne thérapeute, il peut tout réparer. Et de cette souffrance, il en fera une force, un tremplin pour mieux rebondir après. Donc, pas se soucier de ça, de son enfant, te dire il va être psychotique, il va être complètement abîmé. Non, on peut, avec un bon suivi, on peut tout réparer. C'est étonnant ce que tu dis là, parce que dans l'association de pères, c'est avant de venir dans les parents de manière générale, je suis rentré par ma porte d'entrée à moi, qui était l'association de pères. Ouais. C'est un des premiers trucs qu'on dit, toi, ton enfant, il va bien, il a à manger, il a un logement, il est chez sa mère, c'est toi qui es malheureux. C'est un des premiers trucs qu'on se dit entre nous, mais moi j'arrive pas à le voir, j'ai ce manque-là. Oui, mais c'est lui en fait, dans les cas où il va bien, c'est avant qu'il aille en foyer qu'il se fasse violer, quoi, tu vois, c'est évident. Mais ça rejoint un peu, c'est marrant, ouais. Oui, mais quand même, on a besoin de ce lien d'enfant à papa, un lien d'amour, un lien avec son enfant. Oui. Il a besoin de le voir au quotidien. L'enfant manque aux parents, bien sûr l'inverse aussi, c'est une évidence. Et bien sûr que c'est une souffrance, c'est une douleur de ne pas voir son enfant, de le voir une fois par mois. C'est terrible pour les papas. Surtout très souvent, c'est brutal. Pour les parents de manière générale, même en cas de placement, c'est brutal. On est près de notre enfant, on s'en occupe de manière quasiment instantanée. Je veux dire, s'il va pas bien, on est aux urgences dans l'heure, quoi. C'est pas dans une semaine, c'est tout de suite. Et tout d'un coup, on n'est plus acteur et on rentre sur un rythme lent où il se passe 2 ou 3 choses par an. Ouais. Et ça aussi, c'est violent, en fait. C'est très violent. Dans cette société, on vit tellement de violence. Et ça, c'était entre autres une violence extrême. Je parle pas de l'enfant, bien sûr, c'est une violence extrême, mais du parent, du papa, par exemple. Parce qu'on a besoin un papa a besoin de transmettre à son enfant. C'est un guide. Il a un rôle important pour l'enfant, autant que la maman. La maman, c'est l'amour inconditionnel, et le papa, c'est le cadre cohérent qui va sécuriser l'enfant, qui va l'emmener vers l'extérieur, le social, le professionnel. Un bon guide, grâce au papa, il aura un bon guide intérieur. Et ça, c'est aussi important que l'amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire que le papa n'aime pas l'enfant, bien sûr. Mais c'est les deux tuteurs, un besoin des deux tuteurs. Cette souffrance, en fait, d'être désenfanté, en fait, est-ce qu'elle est vécue de la même manière par les papas et par les mamans ? À mon avis, aujourd'hui, c'est mon avis personnel. Sûr, ouais. Je me suis pas basée sur une étude, etc. Je pense qu'elle est la même. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y a des papas qui sont très sensibles, qui sont très papas. Alors là, c'est une souffrance terrible. Et puis, vous avez des mamans qui sont mères et qui sont très peu mamans. Ça arrive.
Bien sûr. C'est accessible, etc. C'est l'être humain. Ah, il y en a même, j'en ai même connu qui allaient voir des thérapeutes pour savoir pourquoi ils n'avaient pas l'instinct maternel, comme ça. Là, ça peut arriver. Oui. Ça n'existe pas, ça c'est un fantasme. Non, ça leurre, non. La mère, non, toutes les femmes ne sont pas faites pour avoir des enfants, n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants. Et il y a une telle pression sociale, culturelle, pour certains, où une femme doit être mère absolument. D'accord. Donc, on reprend. Essayer d'éviter de tomber dans la dépression, de garder un peu d'énergie en allant s'oxygéner, éventuellement faire un peu de sport, marcher dans la nature. Éviter de s'épuiser parce qu'on n'arrête pas, on va le dire, on n'arrête pas de ressasser dans la tête. On se refait tous les événements. Donc on a une activité cérébrale intense, ce qui fait qu'on est épuisé en fait parce qu'on est toujours dans les souvenirs, chercher une solution. Et comme il n'y a pas de solution, on est en train d'essayer d'en trouver une, donc il y a un épuisement interne. Et troisième, surtout, ne pas rester seul. Pour l'instant, les 3 grands axes, c'est cela. Tout à fait. Alors, donc, pour ne pas que ça tourne en boucle, les pensées parasites et pourquoi est-ce que j'ai fait pour mériter ça et l'enfant et mon enfant, c'est l'acceptation. Je parlais d'acceptation tout à l'heure. La situation est là comme ça. Pour l'instant, je ne peux pas y faire grand-chose. Ça ne sert à rien. C'est le lâcher-prise un petit peu. L'acceptation, c'est un peu le lâcher-prise. On ne peut pas tout le temps, toute la journée ne pas penser à son enfant, à la situation, mais essayer à minima, de manière, parce que ça c'est très énergivore et c'est très épuisant. Et on se rend malade et on peut sombrer dans une dépression comme ça. Donc se lâcher prise en disant, on m'avait demandé qu'est-ce que c'était que le lâcher prise un jour. J'ai dit, vous actez, vous faites les choses, vous faites ce qu'il y a à faire, que ce soit auprès des avocats, auprès des institutions, etc. Vous faites tout ce qu'il y a. Et une fois que c'est fait, vous pensez et vous essayez de penser à autre chose, de faire des choses que vous aimez, qui vous nourrissent. Voilà. Que ce soit une activité, que ce soit, comme vous dites, une balade, mettre des musiques de relaxation, de méditation, de voir des amis, des gens ressources qui sont là, positifs pour vous. Et bien sûr, les associations. D'accord. On pourrait peut-être aussi dire, essayer de ne pas culpabiliser, parce qu'il y a toujours une petite voix à l'intérieur qui nous dit « mais si j'avais fait autrement ». Oui, alors là, c'est un poison, la culpabilité. Bien sûr. On n'est pas responsable de ce dysfonctionnement de la société, de l'ASE, des placements abusifs. Si on appelle ça abusif, ça vient... De l'intrusion d'autres personnes qui entraînent des dégâts maximum parfois. Il faut éviter la culpabilité d'une pulsion de mort, donc éviter de culpabiliser. Ah, ça c'est intéressant ça. La culpabilité est une pulsion de mort. Le fait de se dire que c'est de ma faute, c'est associé à une pulsion de mort. Tout à fait, c'est négatif, tout à fait. Je ne parle pas de la culpabilité, on a crié sur son enfant et puis après on regrette, on culpabilise, ou sur un ami, on demande pardon, on s'excuse. C'est cette culpabilité qui nous ronge. Celle-ci, quand je dis pulsion de mort, c'est-à-dire qu'elle est mortifère dans ce sens-là. D'accord. Alors, éviter de culpabiliser. Mais ça, c'est avec l'écoute, etc., le travail que la personne peut faire avec un thérapeute qui l'aide à justement lâcher cette culpabilité. Oui. On rappelle que le thérapeute aussi est un réceptacle. Le fait de parler, le fait de mettre des mots sur ses douleurs, sur ses gènes, en fait, c'est un moyen de commencer à les traiter et de les guérir, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, quand on est entendu dans sa douleur, dans sa souffrance, sans être jugé, compris, écouté, entendu, c'est-à-dire qu'on comprend ce que l'autre ressent. Voilà. Même si on n'a pas vécu, forcément. Et ça, c'est très aidant pour l'autre. Oui, voilà, c'est très... Oui. Donc ça, le fait de réussir à comprendre ce que dit l'autre et de le laisser vider, en fait, tout son sac, en fait, c'est quelque part l'aider à aller mieux et à guérir. Complètement. C'est-à-dire qu'on a besoin quand on vit quelque chose, une situation inacceptable, ça tourne en boucle, on a besoin, plutôt que ce soit dans la tête, on le déverse. Voilà, face à une personne qui est non jugeante, écoutante, ressource, à ce moment-là, c'est très aidant, tout à fait. On ressort d'une séance comme ça d'écoute beaucoup plus léger. D'accord. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors il y a des fois où ces situations deviennent paroxystiques. On vous prend un enfant qui allait bien
Et vous le retrouvez avec les yeux, on appelle ça le néant, je crois d'ailleurs. Hein, lorsque l'enfant a été violé, par exemple, qu'il a été violenté, il a perdu quelque chose, il a été confronté au vide absolu, il a un peu de mal à en revenir, et nous on est là, et vraiment, on est privé de possibilité d'agir. Son enfant essaie de se suicider, son enfant va pas bien, et on est empêché. Et là, en fait, c'est encore plus fort lorsqu'on est désenfanté, en fait. Alors, c'est sûr que le viol d'un enfant, c'est une effraction psychique de l'âme, du psychisme, etc., l'émotion, du corps. C'est terrible, il n'y a rien de pire qu'une maltraitance sexuelle sur un enfant. Et là, pour l'enfant et pour ses parents, pour l'enfant et pour son entourage, en fait. Le parent, il vit la douleur de son enfant. C'est terrible, bien sûr. Il la porte, il la vit, il a dans son âme, dans son cœur. C'est terrible également, bien sûr, pour un enfant, pour un parent qui voit son enfant. C'est l'horreur pour un parent également, bien sûr, qui est censé, lui, devoir protéger, qui a voulu protéger son enfant, qui a été là pour à un moment donné, la situation fait qu'il n'a pas pu le protéger. Et ça, c'est une souffrance terrible pour un parent. Tout à fait. On retombe sur les 3 ou 4 points d'auparavant. Penser à soi, ne pas culpabiliser, ne pas s'isoler, même si quand on est, parce qu'en fait on est contraint. C'est comme quand on est attaché à en devoir regarder quelque chose, on peut rien faire. Il faut bien trouver. La question que je me posais, moi, c'est les gens qui subissent ça durant 8 ans, 10 ans. Est-ce qu'ils arrivent à en sortir indemnes ou est-ce qu'ils sont irrémédiablement marqués après? Je pense qu'il y a des souffrances qui marquent. Voilà. Accepter. Là, j'accompagne un papa qui a perdu son enfant, qui est décédé. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr, ça sera une douleur à vivre, mais il vivra avec cette douleur. Mais il pourra à côté vivre, commence au bout d'un an, pouvoir sortir, faire des projets de voyage, etc., qui n'étaient pas possibles quand il est arrivé dans un enfant. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il arrête de se morfondre et de pleurer intérieurement en se disant si jamais c'est pourquoi, etc., quelle injustice et tout, pour qu'il puisse recommencer à avoir une vie sociale, une vie professionnelle? Qu'est-ce que tu lui as dit? Alors c'est un cheminement. Moi, ce que j'ai dit, j'accompagne le parent, la personne, et selon la personne là où elle en est, je rebondis, je réponds à ses questionnements. D'accord. De manière, parce que je m'adresse aussi à son inconscient, à son âme, etc. Et petit à petit, il commence à guérir. Donc, des fois, il y a des silences, bien sûr. Des fois, il y a des pleurs. Des fois, besoin de déverser. Pourquoi voilà. C'est un cheminement. Ça se fait pas du jour au lendemain, la guérison. C'est vraiment un cheminement. Et on y arrive. Là, il ne souffre plus. Il a ce manque de son enfant. Il y pense tous les jours, mais il n'a plus cette souffrance mortifère au fond de lui. Voilà. Ça, on peut guérir. C'est bien, déjà, ça. Parce que la CALPA dit, l'association d'Olga Odinets, l'association contre l'aliénation parentale, en fait, dit que perdre un enfant, psychiquement, c'est l'équivalent de perdre un membre, en fait. Oui, complètement, tout à fait. En fait, parce que l'enfant, il a une telle importance pour le parent. Et bien sûr, après, dans l'autre sens également, bien sûr, c'est un enfant qu'on a vu naître, et même quand on l'a pas vu naître, si c'est pas son propre enfant qu'on accompagne, l'enfant d'une compagne ou d'un compagnon, mais surtout son enfant. Et oui, c'est une fracture terrible pour le parent. L'enfant, il est là. On a cette mission de le protéger, de l'accompagner, et à un moment donné, on nous enlève cet enfant qui est très précieux, très important, et on enlève l'amour qu'on a. On n'enlève pas l'amour qu'on a pour son enfant, mais il y a une espèce de fracture terrible. L'amour disparaît pas. Moi, je connais des gens qui ont été séparés de leur enfant depuis 20 ou 30 ans. Ils sont encore en train d'essayer. L'enfant les rejette et autres, mais eux, chaque anniversaire, chaque Noël, ils y vont, ils prennent une claque et ils repartent, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Non, je parlais de l'enfant. L'enfant, à un moment donné, oui. Tout a été fait
beaucoup le lien enfant-parent, d'accord, du côté de l'enfant. Oui. Mais le parent, oui, bien sûr, il y a des parents qui refusent pas d'abandonner, qui sont, et tant mieux, c'est très bien. L'enfant va le savoir un jour, il le saura. Oui. Et ça, quand il sortira de cette prison, il saura que ses parents se sont battus pour lui, ont tout fait pour ne l'ont jamais lâché, et ça sera très important pour sa guérison. Bien sûr. De toute façon, on sait aujourd'hui qu'un lien d'attachement qui est déjà créé avec un parent, prendre l'enfant et rompre ce lien d'attachement, c'est néfaste pour l'enfant. Il y a Alain Bourregba, il y en a beaucoup qui en ont parlé. Parce qu'après, le parent devient idéalisé ou diabolisé, devient imaginaire, et se construire sur un imaginaire devient problématique pour l'enfant ensuite. Donc, oui, effectivement, on fait aussi du mal à l'enfant, mais le parent le sait qu'on fait du mal à l'enfant. C'est surtout ça qui est très douloureux pour l'enfant, pour le parent. C'est de savoir que l'enfant souffre et qu'il ne peut rien, ne peut pas agir. Et ça, c'est terrible. C'est la difficulté principale, ouais. C'est la difficulté principale. C'est vraiment d'une violence extrême pour le parent. Ouais. Ouais. Et certains se comportent très mal avec les autres, avec eux-mêmes. Certains le vivent très très mal. Et d'ailleurs, une grande partie des faits divers qu'on voit sont indirectement ou directement liés à ça, dans cet environnement-là. Ouais, okay. Justement, quand on rate un enfant, on l'enlève de son univers, de ses parents, c'est une telle violence, il faut réagir. Il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas réagir de manière violente parce qu'on leur fait une violence, on leur fait subir une violence extrême. Soit ça va être contre toi, suicide, soit ça va être autre chose, et c'est complètement. Il y a beaucoup de. Je faisais un peu des soirées philosophiques avec des philosophes, et on parlait de la violence. Et la violence, tout de suite, on l'assimile aux gestes violents, aux paroles violentes. Non, il y a des situations, des personnes qui font subir de la violence aux autres. Que certains juges sont violents. Voilà, leur manière de faire sont violentes. C'est de la violence extrême. Comment ça se fait qu'on n'ait pas autant reconnu cette forme de violence, et que c'est beaucoup en Occident, ça, parce que au Maghreb, en Afrique, en Asie, c'est très différent. Mais comment ça se fait que l'importance de ce lien parental est autant sous-estimée aujourd'hui par la société occidentale? Je sais que c'est une grosse question, mais bon. Ouais. Parce que selon les lectures que j'ai eues, les sources, pour l'État, l'enfant n'appartient pas aux parents, il appartient à l'État. De plus en plus, ça, on le voit venir, oui. Voilà. Et c'était déjà depuis un certain temps, mais là on le voit, c'est beaucoup plus visible. Oui, tout à fait. Vous le voyez aussi, en tant que thérapeute, vous le voyez aussi, vous? Oui, tout à fait. Là, j'ai une ado qui fuguait, que j'accompagnais, j'ai eu le papa juste avant vous, là, justement, j'ai dû le rappeler tout à l'heure. Et j'ai eu l'assistante sociale qui a vu l'adolescente et qui était très remontée contre les parents et qui voulait alerter le procureur. Et je me suis dit, j'ai essayé de la calmer. Je lui ai dit, écoutez, les parents viennent en thérapie, ok, ils sont maladroits, il y a des choses qui se passent, mais alors surtout pas, cette gamine de 14 ans, la retrouver en foyer, c'était pour moi inconcevable. Ouais, ok. Nassera Bouziane sur Grenoble, comment est-ce qu'on vous trouve? Alors, Nassera, c'est Nassera, Bouziane, c'est Bouziane. On vous trouve notamment, je crois, sur psychologue.net, c'est ça? Tout à fait. Et donc, vous connaissez bien ces problématiques, vous exercez en libéral sur Grenoble, à distance aussi? Oui, donc présentiel, visio à distance. Donc j'ai des personnes aux États-Unis, francophones parce que je suis pas j'ai beaucoup perdu mon anglais. En Angleterre, en Suisse aussi beaucoup, et bien sûr en France. Bon. Merci pour cette émission. Je mettrai les liens dans les commentaires. Et puis, vous tous, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Nassera. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.